Bonjour, nous recevons Thierry Burlot, qui est vice-président du conseil régional en charge de l'environnement, mais également, depuis peu, président de l'Office français pour la biodiversité, l'OFB, c'est bien ça? C'est bien cela. Alors, on va parler du SRADET, sigle barbare qui veut dire Schéma régional d'aménagement du développement durable et d'égalité des territoires. Et ce SRADET, donc, a fait l'objet d'une étude de l'agence environnementale, qui est une agence d'État, qui critique finalement un schéma directeur pas assez prescriptif, mais qui repose un peu trop sur la bonne volonté des partenaires. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous savez, aujourd'hui, la question du foncier est une question essentielle, la question des ressources naturelles. Et aujourd'hui, on consomme beaucoup trop de foncier en France en matière d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Donc, l'État pense que, et je pense que c'est légitime, pense qu'il faut réduire cette consommation et préserver les espaces agricoles. Alors, il y a deux méthodes. Il y a la méthode qui impose des règlements stricts aux documents d'urbanisme, notamment aux plans locaux d'urbanisme et aux schémas de cohérence territoriaux qui sont installés dans tous les pays de Bretagne, ou la méthode qui vise à convaincre les territoires qu'il est absolument nécessaire de préserver le foncier agricole, de préserver les espaces naturels et de travailler plutôt sur la requalification, la dépollution de sites, voire de nouvelles formes d'aménagement urbain dans nos villes et dans nos campagnes. Donc c'est le sujet, c'est le point de clivage avec l'autorité environnementale, c'est ça. Donc ils auraient voulu un document beaucoup plus prescrit. Mais votre collègue, là, Laurence Fortin, qui est vice-présidente à l'aménagement du territoire, elle parle d'avis partiel. Vous êtes sur la même ligne, vous défendez pas tout à fait les mêmes objectifs. Non, non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que collectivement, on arrive à convaincre, et surtout en Bretagne, où on a une habitude autour de la propriété foncière qui est importante. Hein. Les Bretons, ils aiment bien la propriété privée, individuelle. Il faut aujourd'hui qu'on repense l'aménagement de nos territoires. On a été trop dans l'étalement urbain, que ce soit à la campagne ou dans les villes d'ailleurs. Et toutes les centralités de Bretagne ont perdu du sens commun, ont perdu leur commerce, ont perdu leurs activités culturelles, ont perdu leurs services publics au profit des extérieurs et parfois sans logique d'aménagement. Alors on assiste au dépouillement des villes-centres, et il y en a quelques-unes en Bretagne où c'est absolument grave, quoi. Moi je pense à Saint-Brieuc ou par exemple ou Guingamp, des petites villes, hein, et qui ont vu tous leurs services publics et marchands disparaître sur la périphérie, et ce qui fait qu'on appauvrit le centre-ville, on appauvrit le vivre ensemble. Et je trouve qu'à travers cet exemple, ça démontre que les formes d'urbanisation sont très importantes dans l'aménagement de la Bretagne. En tout cas, sur le domaine qui vous concerne, qui est l'environnement, vous estimez que la Bretagne peut être fière du travail qui a été accompli. Vous dites 70% des masses d'eau sont conformes dans le Finistère. Ah ben, je peux même dire que le département du Finistère est, en matière de reconquête de la qualité des eaux, un exemple en France, mais peut-être même un exemple au niveau européen. Vous dites qu'on est passé de 100 mg par litre de nitrate, j'imagine, à 50, c'est ça? Ben écoutez, on était la première région de France et d'Europe à rentrer dans les contentieux sur l'eau, sur les nitrates, à l'époque, avec tous les procès qu'il y a eu. Et aujourd'hui, la Bretagne est la seule région d'Europe à être sortie d'un contentieux sur l'eau, sur les nitrates. Donc c'est bien qu'il y ait eu des progrès énormes de réaliser, et notamment dans le département du Finistère. Je ne pourrais pas en dire autant dans le département d'Ille-et-Vilaine. Ah oui, alors qu'en Ille-et-Vilaine, vous dites bientôt on ne pourra plus installer d'activité économique parce que la pollution est terrible. Vous m'aviez dit, parler du captage là, d'une source. Oui, aujourd'hui, 70% des masses d'eau sont conformes en Finistère et 2% des masses d'eau sont conformes en Ille-et-Vilaine. 2%. Donc ça va favoriser le rééquilibrage Est-Ouest alors? Si, justement. Parce que vous savez, le droit à l'eau, l'accès à l'eau, en quantité et en qualité, c'est le droit au développement économique. Toutes les activités économiques, toutes les activités touristiques, toutes les activités agricoles, agroalimentaires et tant d'autres, et même l'urbanisation, ils ont besoin d'une eau de qualité.
Et aujourd'hui, l'eau de qualité, elle est en Bretagne, à l'ouest. Donc c'est bon pour l'Ouest breton. Vous estimez un peu quand même que les questions environnementales, les questions écologistes sont devenues tabous, qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. On vous a accusé d'avoir exclu les scientifiques des études qui ont été faites. Il y a une BD très polémique qui a eu un grand succès, qui est la BD d'Inès Léraud, qui vous encense au début et qui vous flingue plutôt à la fin, si j'ai bien compris, qui a des relents un peu complotistes. Elle voit dans les dîners celtiques une sorte de tricontinental, de groupe de pression, alors que ça ne sont que des dîners amicaux. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, j'en pense plein de choses. D'abord, juste un point sur la qualité de l'eau. Si on a bien progressé sur la reconquête de la qualité des eaux, on a encore des points noirs comme les algues vertes par exemple, ou les norovirus sur certaines baies bretonnes. Donc le travail est loin d'être terminé. Sur la BD. Les algues vertes, vous dites, les écolos n'attendent plus que ça. Ils n'attendent que le retour des algues vertes pour pouvoir vous taper dessus, en fait. Écoutez, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Cette année, en Nord-Bretagne, je vais vous prendre l'exemple de la baie de Saint-Michel-en-Grève et de la baie de Saint-Brieuc. Aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'algues vertes dans ces deux baies, qui étaient les deux baies les plus touchées par le phénomène depuis 30 ans. On ramassait jusqu'à 20 000 tonnes d'algues par an dans ces deux baies. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur Saint-Michel-en-Grève, il n'y a pas eu un seul arrivage, un seul ramassage. Alors on était tous contents, très contents. Et puis il y a eu cet épisode qui s'est passé, cet incident qui s'est passé en Sud-Morbihan dimanche dernier, où dans l'estuaire du Blavet, on a affaire à une marée verte. Donc vous voyez, automatiquement, c'est parti, ils font rien, tout va mal, etc. Mais pourquoi tant de haine finalement? Cette BD qui a connu un grand succès, elle agite des peurs parfois irrationnelles, avez-vous l'air de dire, et finalement elle a obtenu une pétition de journalistes aux trois quarts parisiens d'ailleurs, demandant à être préservée des pressions de l'industrie agroalimentaire qui existent, mais qui ne sont peut-être pas à cette hauteur-là. Voilà, moi sur cette BD, je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé à une dédicace d'Inès Léraud. D'ailleurs, pour vous le prouver, je l'ai là. Vous voyez, je l'ai avec moi là. Je l'ai acheté et puis elle me l'a même offert. Puisque étant acteur de la BD, voilà. Mais moi, j'ai 2 points de divergence avec Inès Léraud. 2 points. Et je lui ai dit d'ailleurs. Et je l'ai d'ailleurs dit au Télégramme quand vous m'aviez interviewé. Le premier point de divergence, c'est de dire qu'on a exclu les scientifiques. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On n'a jamais exclu les scientifiques du dossier algues vertes. Le deuxième point de divergence, c'est sur le complot agricolo, business, politico, je ne sais quoi. Moi, en tout cas, je peux vous dire, je n'ai jamais subi aucune pression sur ce dossier. Et les plans algues vertes qui ont été mis en place, ils obtiennent aujourd'hui des résultats. Il y a une plainte d'ailleurs de l'ancien président du MEDEF, Joël Chéritel, contre cette BD. C'est d'ailleurs ce qui a suscité la pétition. Oui. Alors, sur le droit d'expression, moi, j'ai dit à Inès Léraud que je trouvais que son travail était un très bon travail, notamment d'enquête, de recherche, etc. La liberté d'expression, c'est quelque chose d'absolument qu'il faut préserver. Donc, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, je vais vous dire, on est en période électorale. Il faut quand même qu'on se dise les choses. Aujourd'hui, la Bretagne, si vous voulez, il y a deux grandes tendances de grandes oppositions qui sont en place. Le lobby, certains qui voient dans le lobby agroalimentaire cette capacité à continuer à produire en quantité en Bretagne. Et d'un autre côté, les écologistes qui diraient qu'il faut arrêter ce modèle qui est complètement délirant, qu'on ne maîtrise plus, qui génère des pollutions. Moi, je crois que ces deux extrêmes se retrouvent dans la contestation permanente. Et puis, finalement, ça les sert peut-être bien. Mais la réalité des choses aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, sans doute qu'en Bretagne, il va falloir produire moins, mieux, et que la Bretagne ne pourra s'en sortir dans ses économies, et notamment dans ses économies agricoles et agroalimentaires, que si on règle la question environnementale. Personne ne pourra demain assurer
un développement pérenne de l'agriculture si on ne règle pas ces questions-là. En tout cas, le Télégramme a largement ouvert ses colonnes à l'auteur de cette bande dessinée qui a été extrêmement bien présentée. Et il peut sembler un peu curieux pour des journalistes de s'en remettre à l'autorité politique qu'incarne le président du Conseil régional pour assurer leur indépendance. Oui. Revenons un petit peu à vos nouvelles fonctions. Vous avez été maire de Pléguien, c'est ça ? Oui. En 83. Ensuite, vous avez été président de la communauté de communes de l'Envolon-Ploie. Le Drian est venu vous chercher en 2004, vous êtes devenu conseiller régional. En 2010, donc vice-président, et en 2017, vice-président du comité de bassin Loire-Bretagne. Qu'est-ce que va apporter l'Office français de la diversité, de la biodiversité que vous présidez maintenant? Qu'est-ce que ça apporte de plus à votre action? Écoutez, la Bretagne est finalement un concentré de planète. On a une relation entre la terre et la mer qui est exceptionnelle. On a 30 000 km de cours d'eau, 2700 km de littoraux et un patrimoine naturel de biodiversité absolument extraordinaire, mais qui aujourd'hui est menacé. La Bretagne a perdu 30% de ses espèces, 30% de ses insectes, de ses oiseaux. Et la question de la biodiversité et de la préservation de l'environnement, c'est finalement la question de la chaîne alimentaire. Et c'est une question essentielle pour le bien-être de nos populations. Vous savez, la pandémie qu'on vient de vivre, on connaît son origine. L'origine, c'est le trafic d'animaux sauvages. Mais ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui, c'est que la propagation de la pandémie est liée au dérèglement climatique et aux questions environnementales. Déforestation, notamment. Et aujourd'hui, la question de la biodiversité, tout comme la question de l'eau, il y a 30 ans, devient une question essentielle pour l'aménagement des territoires. Et encore une fois, je pense que la région ne s'en sortira que si on sait concilier économie et écologie. Et on ne fera pas les uns sans les autres. Et aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut changer de modèle, etc., se trompent. On ne pourra pas changer du jour au lendemain de modèle. Il faut le transformer et c'est une question essentielle. Dernière question, vous avez beaucoup communiqué pendant la crise sanitaire sur Facebook. Ben écoutez, moi j'apprécie beaucoup de communiquer sur Facebook parce que j'essaye d'expliquer aux concitoyens, à ceux qui ont voté pour moi ou pas d'ailleurs, d'expliquer le travail qui est le mien chaque jour. Voilà. Et à travers le Facebook, j'essaye d'expliquer comment j'essaye de faire évoluer ces questions environnementales en ayant à l'esprit, encore une fois, que c'est un dossier très clivant et que la réussite du projet passe par la réconciliation des acteurs. Merci. C'est ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Merci Thierry Burlot. Merci de votre interview. On se retrouve demain avec un nouvel invité qui sera le président du Sénat, Gérard Larcher. À très vite, toujours sur TBO et TB Sud.